Une grande partie de la rentabilité de Ford en Europe au cours des prochaines années dépend de cette voiture, la Puma Gen E. C'est le premier vrai modèle électrique compact de la marque à l'ovale bleu qui ressemble à une voiture et il semble bien parti pour bouleverser son segment de marché. Je suis Jonathan Crouch, testeur de voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez tous sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je vous présente notre présentateur, Steve. La Puma Gen E pourrait difficilement être plus cruciale pour Ford. Ici, nous allons la mettre à l'épreuve. Ford a désespérément besoin d'un véhicule entièrement électrique et abordable, qui se vendra en grand nombre. C'est nécessaire pour que Ford respecte le mandat gouvernemental sur les véhicules électriques, qui sanctionne davantage les constructeurs vendant peu de ces véhicules. Et voici enfin la Puma Gen U. Ford a mis du temps à commercialiser cette voiture, alors cela valait-il la peine d'attendre ? Contrairement aux grands véhicules électriques Ford utilisant la technologie Volkswagen, comme l'Explorer, la Capri ou la Mustang Mach-E, la Puma Gen U est une création 100% Ford. Elle est produite aux côtés de la Puma à moteur thermique dans l'usine Craiova de l'entreprise en Roumanie. Et comme l'autre petit véhicule électrique de la marque, l'e-Torneo Courier, elle repose sur une plateforme de segment B principalement conçue pour des modèles thermiques. L'absence de véritable base électrique dédiée, comme le proposent plusieurs concurrents dans ce segment, n'est pas un très bon point de départ. Mais cela a été largement oublié dans toute la publicité qui a suivi. Les ventes de cette voiture ont fortement augmenté après son lancement. Elle est devenue l'une des 2 premières voitures électriques en vente au Royaume-Uni à être éligible au niveau maximal de la subvention gouvernementale pour voitures électriques, soit 3 750 livres. L'autre était la e-Torneo Courier. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de voiture en téléchargeant l'application Car and Driving. Mais si vous vous intéressez spécifiquement à cette Puma Gen E, alors restez avec nous. Parce que c'est, après tout, l'essai routier le plus complet de l'industrie, le Car and Driving Road Test. Étonnamment, Ford n'a toujours pas de plateforme de véhicule spécialement conçue pour les véhicules électriques. C'est pourquoi il emprunte le châssis Modularair au U-Antriebs Baukasten de Volkswagen pour ses plus grands véhicules électriques. C'est pourquoi il a modifié une plateforme de citadine basée sur un moteur à combustion. Pour la Puma Gen U, on reprend la base de la Puma thermique, mais largement modifiée pour intégrer une batterie au plancher. Ce n'est pas une approche optimale. Et cela explique pourquoi cette Gen I n'a pas une batterie aussi grande, et donc pas une autonomie aussi importante que Ford et certains de ses clients l'auraient souhaité. Au final, le moteur dispose d'une batterie de 53 kWh à installer, bien que seulement 43 kWh soit réellement utilisable. Elle offre jusqu'à 375 km d'autonomie dans la 375 km. Nous faisons de notre mieux ici pour vous donner une idée. Les marques Stellantis équipent d'une batterie de 54 kWh. 51 kWh de cette capacité sont utilisables dans leurs différents petits crossovers électriques de taille similaire. La Peugeot E2, 1008 Jeep Avenger, Vauxhall Matcha électrique, etc. Cela est censé offrir environ 400 km d'autonomie, bien que nous n'ayons jamais atteint ce chiffre avec un petit modèle électrique de Stellantis. Les premiers rapports et notre propre expérience le suggèrent. À moins d'être particulièrement enthousiaste avec le moteur avant de 168 chevaux, l'autonomie électrique annoncée ici est en réalité assez proche de ce que l'on obtient au quotidien. Cependant, il faut préciser que les chiffres officiels eux-mêmes tombent à 364 km avec la version premium à grandes jantes que la plupart des gens voudront. Même cela n'est en aucun cas terrible. C'est 53 km de plus qu'une Mini Aceman E, par exemple. Et si vous pouvez gérer cette autonomie comme pas mal d'acheteurs en banlieue pourraient le faire, alors la petite taille de la batterie a l'avantage de conférer un poids à vide relativement léger. Eh bien, du moins selon les standards du segment. Plus de 1,5 tonnes, soit 200 kg de plus que la version mild hybrid, cela reste beaucoup pour une si petite voiture. Mais Ford est meilleur que la plupart de ses concurrents pour dissimuler des bases peu prometteuses. Et c'est aussi le cas ici. Contrairement à l'Explorer et à la Capri, il n'y a ici aucune influence excessive de Volkswagen, ce qui est une bonne chose dans ce cas.
Les premières impressions sont plutôt banales, la position de conduite étant plus haute et la sportivité moindre que dans une Puma classique. Et le volant, qui est moche, est aussi une taille trop grande. De plus, il est un peu rebutant que cette Gen U ait un essieu arrière à barre de torsion rudimentaire, alors que beaucoup de concurrentes dans cette catégorie utilisent une suspension arrière indépendante plus sophistiquée. Contre toute attente, il s'avère pourtant que ce Puma électrique est vraiment agréable à conduire. La sensation de direction y est pour beaucoup. La plupart des petites voitures électriques ont une direction aussi peu communicative qu'un jeu vidéo. Mais avec cette Ford, on peut réellement sentir ce que font les roues avant. Cela vous donne la confiance pour aborder des virages serrés à une vitesse de compacte sportive, si vous en avez envie. À ce moment-là, vous constaterez également que le contrôle de la caisse est excellent. Et cela est favorisé par la répartition du poids, qui est encore meilleure que dans la Puma thermique au comportement exemplaire, ainsi que par un niveau d'adhérence impressionnant. Ainsi, vous pouvez enchaîner les virages avec une rapidité trompeuse et une fluidité remarquable, ce qui n'est tout simplement pas possible avec la plupart des concurrentes. Il y a ici 4 modes de conduite, normal, éco, sport et glissant. Les freins sont bons et Ford a bien combiné friction et régénération dans la puissance de freinage. Aucune palette pour la régénération, seulement un bouton L sur le levier de vitesse et une option à l'écran. Un réglage à une pédale permet de ralentir la voiture presque à l'arrêt sans utiliser la pédale de frein lorsque vous relâchez l'accélérateur. En accélération. Le moteur unique monté à l'avant, fabriqué sur le site de Islewood de Ford, offre 290 Nm de couple. La voiture circule agréablement en ville. Avec 5 km/h en 8 secondes, soit seulement 0,6 secondes de plus que la Puma 5 à essence, la vitesse maximale est de 159 km/h. Tout cela est accompagné par l'un des plus agréables sons de propulsion artificielle du segment. Les constructeurs de ce segment hésitent sur l'aspect à donner à une petite voiture électrique par rapport à sa version thermique. Les marques Volkswagen approuvent, celles de Stellantis refusent. Eh bien, ici, Ford, il semble, a adopté une position intermédiaire entre ces deux perspectives opposées. Ce Gen E est très clairement une Puma, mais c'est aussi manifestement un type de Puma, assez différent. Et pas seulement à l'avant, car la plateforme de la voiture B sous-jacente a dû être adaptée. La Gen U électrique est un peu plus grande que la version essence d'1 litre en concession. Stablemate 28 mm plus longue et 5 mm plus haute que la version à combustion. Plissez les yeux. Si vous connaissez les Puma, vous verrez qu'elle est aussi un peu plus haute. Pour maximiser l'autonomie, on pourrait s'attendre à ce que cette version électrique ait des roues légèrement plus petites, mais non. Les mêmes tailles de 17 à 19 pouces restent disponibles ici, bien que les jantes soient un choix spécifique, avec soi-disant des détails plus aérodynamiques, surtout avec les jantes de 17 pouces de base que nous avons sur cette voiture d'essai. Vous remarquerez surtout, si vous connaissez le modèle essence, l'absence de calandre à l'avant. Elle a été remplacée par ce panneau à fleurons, apparemment inspiré par la Mustang Mach-E de la marque, bien que Ford ait conservé un contour supérieur noir en forme de moustache pour montrer où se trouvait la calandre, ce qui paraît un peu étrange. La partie basse du pare-choc a aussi été redessinée, avec de fines lamelles, des ouvertures de refroidissement et des prises d'air orientant l'air vers l'extérieur, au-delà des roues avant. À l'arrière, un becquet de haillons plus bas et lent, ainsi qu'un pare-choc modifié pour l'absence de sortie d'échappement. Fait intéressant, il n'y a aucun badge Gen U nulle part. Sous la carrosserie, Ford, contrairement à plusieurs concurrents, n'a pas conçu de plateforme électrique dédiée. Ils ont modifié la plateforme mondiale des voitures du segment B, utilisée d'abord pour la Fiesta, aujourd'hui disparue. Pourquoi Ford n'a pas ressuscité ce nom emblématique pour une petite voiture électrique est vraiment difficile à comprendre. N'est-ce pas? Jetons un coup d'œil à l'intérieur. En fait, pas mal de choses sont différentes ici, même si cela ne saute pas aux yeux au premier abord. On est assis légèrement plus haut au-dessus des cellules de batterie, ce qui pourrait plaire à certains citadins. Mais selon nous, cela enlève un peu au côté sportif qui, pour nous, a toujours agréablement caractérisé la Puma. Et cette version électrique, n'ayant pas besoin de levier de vitesse, elle n'en a pas. La transmission à vitesse unique est commandée par une manette à droite du volant. On comprend maintenant pourquoi Ford a retiré la manette de droite sur la Puma restylée à moteur thermique.
Comme dans cette voiture, essuie-glace et clignotant sont réunis sur une même manette à gauche, plutôt chargée. En supprimant le levier de vitesse classique, Ford a pu repenser la console centrale et son intégration à l'écran central. Elle propose désormais une section centrale surélevée avec des portes gobelets ornées de noir laqué, facilement rayables, devant lesquelles se trouve un grand plateau de recharge sans fil. Qu'est-ce qui devait vraiment être repensé? Le volant carré et disgracieux est le même que sur toute autre Puma, tout comme le grand écran central Sync 4 de 12 pouces. Sa taille impose de placer les deux aérateurs horizontaux juste au-dessus, comme s'ils avaient été ajoutés après coup. Un problème plus important, c'est que cette Gen U partage le principal défaut que nous reprochons à la Puma classique. Un habitacle qui donne une impression de bas de gamme et qui manque en grande partie de l'ingéniosité de design que l'on retrouve chez certains concurrents du segment. Le seul élément vraiment sympa à ce niveau, c'est la barre de son qui s'étend sur la partie centrale du haut du tableau de bord. Cela dit, il n'y a pas grand-chose à reprocher à la technologie des écrans, dont la partie instrumentale est assurée par le combiné d'instruments de 12,8 pouces. Vous regardez à travers le volant inhabituel à deux branches, recouvert de simili-cuir cousu. Comme dans la voiture à carburant fossile, il dispose de graphismes haute définition, mais ici, l'affichage se fait sur une seule interface, qui vous donne la charge restante de la batterie à gauche et un compteur de vitesse numérique à droite. Un graphique d'assistance à la conduite est centré avec possibilité d'y superposer les données de trajet. Le reste est géré par l'écran central 5.4 évoqué plus tôt. La zone principale de l'écran n'est pas aussi grande que sa taille globale le laisse penser, car une large section de raccourcis pour les réglages, les fonctionnalités et les applications se trouve sur le côté droit, et une partie du bas de l'écran est occupée en permanence par les commandes de climatisation. Ce que la plupart des marques Xavier reconnaissent désormais, c'est que la majorité des acheteurs veulent voir ces fonctions séparées sous forme de commandes physiques. Il n'y en a pas beaucoup ici. Cet écran offre la navigation, la connectivité sans fil, Apple CarPlay, Android Auto, un système audio 6 haut-parleurs et le contrôle vocal Ford Assistant. Il y a aussi des touches sympathiques comme un mode voiturier et Alexa Plus intégré. Il y a un système Ford Pass Connect 5G avec un hotspot intégré au véhicule. Quoi d'autre? Eh bien, le conducteur est assez confortablement installé avec un soutien lombaire de série, et il y a ici une quantité impressionnante de réglages pour le volant. Tout le monde devrait pouvoir s'installer confortablement. Comme d'habitude avec la petite Ford, on apprécie le pare-brise chauffant, rapide et clair. On n'aime pas les caméras de recul. Mauvaise résolution. Les rangements dans l'habitacle sont corrects. Il y a des bacs de porte de taille raisonnable, mais d'une forme un peu étrange, ainsi que des rangements en haut et en bas de la console centrale, avec des prises USB en dessous et la recharge sans fil standard au-dessus. Un porte-ticket se trouve aussi dans le pare-soleil passager. Bon, il est temps de s'installer à l'arrière. La Puma normale est déjà assez étroite. Est-ce que la longueur supplémentaire de la carrosserie de ce modèle Gen U va aider? Ici. Non, c'est la réponse courte, même si on craignait en fait que ce soit pire à l'arrière avec cette Gen U et sa batterie de traction. Elle a été installée sous la banquette arrière au lieu du plancher, contrairement à la plupart des autres véhicules électriques. Au final, l'espace à l'arrière ne semble pas avoir été vraiment compromis par cela. Et au lieu du tunnel central de transmission encombrant que l'on retrouve sur la version essence. Il y a ici un plancher presque plat, ce qui libère un peu d'espace pour les pieds, mais l'espace pour les genoux et la tête est vraiment limité. Les petites fenêtres donnent une impression un peu claustrophobe. Les panneaux de porte en plastique dur font bon marché. Les appuis-têtes s'enfoncent inconfortablement dans le cou jusqu'à ce qu'on les relève. Les bacs de porte servent juste de porte-bouteilles. Comme souvent dans cette catégorie, il manque des bus d'aération, porte-gobelets ou accoudoirs, mais chaque siège latéral a un crochet pour manteau, on trouve des poches à l'arrière, 2 ports USB-C et une prise 12 volts. Ce qui est vraiment impressionnant avec la Gen, c'est le coffre. Vous n'avez pas de haillons électriques avec cette finition. C'est bien sûr la finition de base, et vous n'en avez pas vraiment besoin avec un haillon. Les choses ne commencent pas très bien avec un seuil de coffre élevé et un cache-bagages en tissu fragile. Mais oubliez tout ça et regardez l'espace dont vous disposez. C'est déjà assez grand pour une voiture dérivée d'une citadine. Mais regardez sous le plancher et vous verrez que votre espace à bagages est agrandi grâce à un compartiment de rangement sous plancher tout simplement énorme que Ford appelle la Gigabox, qui s'étend sur toute la largeur du plancher du coffre.
Vous avez aussi cela sur une Puma ordinaire, mais ici, sans échappement pour gêner, il peut être 65 litres plus grand. La Gigabox de 145 litres supporte jusqu'à 50 kg de charge. C'est idéal pour les objets hauts comme de grands pots de fleurs, en plus c'est étanche, hermétique et il y a même un bouchon sous le tapis en caoutchouc de la base, donc vous pouvez rincer la zone après avoir transporté des bottes sales ou boueuses. L'espace sous le plancher porte le total à 574 litres, un volume colossal pour une petite voiture électrique et 118 litres de plus que la version essence. Lumière à gauche, prise 12W à droite, crochet pour sac des deux côtés. Les objets longs ne sont pas aussi facilement logés que les objets hauts, car Ford ne propose ni trappe à ski, ni banquette arrière fractionnable en 40-20-40. À l'arrière, poussez vers l'avant le dossier arrière fractionné 60-40 et l'espace de 1283 litres se révèle. Je n'ai pas encore terminé. Parce que, dans une touche de design presque inconnue pour une voiture sans plateforme électrique dédiée, cette Gen U possède un coffre avant sous le capot. Cependant, comme il ne fait que 43 litres, il faudra peut-être forcer un peu pour y faire rentrer les câbles de recharge. Au lancement, Ford prévoyait que la Gen U représenterait 10 à 15% des ventes totales de Puma. Mais cette estimation plutôt prudente a été faite avant l'annonce de la subvention gouvernementale de haut niveau. Nous ignorons pourquoi le gouvernement a accordé à cette Ford plus du double de la subvention habituelle pour voitures électriques. 3750 livres sterling au lieu de 1500 livres sterling. Mais, bien sûr, cela fait une énorme différence pour l'accessibilité de cette Puma électrique. Cela réduit le prix de base de 30 000 livres sterling demandé pour la version Select de base. Nous essayons ici d'atteindre seulement 26 245 livres sterling au moment du tournage à l'automne 2025. On pourrait donc penser vouloir payer les 2000 livres sterling de plus pour la version premium plus luxueuse de Ford. Cela va toutefois un peu à l'encontre de l'objectif de l'économie ECG, visant à ramener le prix de cette Ford au niveau d'un modèle thermique. Eh bien, mission accomplie de ce côté-là. Par exemple, un Puma Titanium Essence Anel boîte manuelle coûte à peu près autant que ce modèle électrique Select Spec, disponible seulement en automatique. Au moment du tournage, Ford proposait également la Gen E dans une version haut de gamme Sound Edition, à un prix légèrement supérieur à 30 000 livres sterling, après déduction de la subvention. Donc, en gros, ce que fait la déduction de la subvention, c'est de sortir cette Gen U de son segment naturel des SUV électriques dérivés de Super Mini pour la placer dans le haut du segment plus orienté vers les citadines en dessous. Pour être précis, cette Ford devrait concurrencer des SUV électriques issus de Super Mini comme la Peugeot U2, 1008, la Vauxhall Mokka électrique et la Renault 4 U-Tech. Tous sont éligibles à la subvention gouvernementale réduite de 1500 livres sterling. Avec la subvention plus élevée déduite, cette version de basse concurrence en prix des véhicules électriques plus petits comme la Renault 5 U-Tech, la Nissan Micra et les versions hautes de la Citroën UC 3. Tous bénéficient de la subvention gouvernementale de 1500 livres sterling. De petits véhicules électriques du même segment, non subventionnés, sont soutenus par leur marque pour compenser, comme la Hyundai Insta et la MG. 4 véhicules électriques. Si vous voulez cette Ford, vous devez connaître son équipement de série. Voyons cela maintenant. Même avec la finition de base Select, vous avez des jantes aérodynamiques, 17 pouces des phares et feux arrière LED, feux de route automatique, capteur de stationnement, caméra de recul, vitres arrière surteintées, pare-brise chauffant, essuie-glace et détecteur de pluie, mode de conduite et régulateur de vitesse avec limiteur. Et vous bénéficiez également d'un accès à vie au réseau de recharge Blue Oval. Avec la finition Select, profitez d'un écran numérique 12,8 pouces climatisation automatique, éclairage d'ambiance multicolore, réglage lombaire conducteur et connectivité téléphonique sans et recharge sans fil. La partie multimédia est assurée par un écran central d'infodivertissement de 12 pouces avec le logiciel 5.4 de la société, ainsi que la navigation connectée. Il y a aussi un système audio à 6 haut-parleurs ainsi qu'Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Cela s'ajoute à la connectivité Ford Pass Connect. Avec la finition Premium, vous aurez des jantes 18 pouces, des rétroviseurs rabattables, l'accès sans clé et un haillon motorisé.
Cela s'ajoute aux phares Matrix LED et aux lampes d'approche avec le logo Puma. À l'intérieur, la finition Premium inclut un système audio B&O Premium, 10 haut-parleurs des seuils de porte avant et une sellerie cuir vegan SensorTech avec insert en suédine grise surpiquée. La version Sound Edition que nous avons mentionnée plus tôt bénéficie de tout cela, en plus d'un toit noir contrastant, de jantes de 18 pouces finition Dark Magnet et de sièges siglés. En plus de 2 éléments qui sont normalement en option, à savoir le pack hiver et le pack d'aide à la conduite avancée. Je vais vous en dire plus sur ces packs, car vous pourriez vouloir les ajouter à la version standard. Puma Gen E. Le pack hiver vous offre le chauffage pour les sièges avant et pour le volant. Le pack d'aide à la conduite avancée inclut une caméra 360 degrés des capteurs de stationnement avant, l'assistance au freinage arrière, l'alerte angle mort, l'atténuation des collisions et l'aide au centrage dans la voie. Si vous avez seulement la finition de base Select, comme aujourd'hui, vous souhaiterez sûrement ajouter le pack confort optionnel, avec rétroviseur rabattable, accès sans clé et haillons motorisés. Les 2 versions standards offrent un toit panoramique ouvrant et, contrairement à d'autres petites voitures électriques, toutes les GENE peuvent avoir une barre de remorquage. Maintenant, si vous avez choisi la finition Premium, vous pourriez payer plus cher pour des jantes plus grandes de 19 pouces Angel. Bien que cela réduise considérablement votre autonomie électrique, en fait d'environ 24 km, et rappelez-vous qu'avec les 2 versions grand public, à moins de choisir la finition peinture blanche solide et givrée de cette voiture d'essai, vous devrez payer 800 livres supplémentaires pour la teinte de carrosserie de votre choix. Peut-être la couleur de lancement jaune électrique spéciale de ce modèle Gen U, l'une des 2 teintes exclusives à la Gen U, l'autre est le bleu aqua digital. Nous terminerons par un aperçu de l'équipement de sécurité standard sur toute la gamme. Toutes les fonctionnalités habituelles du Puma sont bien sûr incluses. Assistance pré-collision avec freinage d'urgence autonome. Désormais, ce système reconnaît les piétons et les cyclistes. Une aide au maintien de voie avec alerte de franchissement est également présente. La vigilance du conducteur est surveillée et un freinage post-collision est assuré. Nous vous avons donné les chiffres d'autonomie en mode électrique dans notre section conduite, jusqu'à 375 km avec la finition base Select ou 364 km avec la version Premium plus luxueuse. Ford estime que dans un environnement urbain, il serait possible d'atteindre jusqu'à 523 km avec une Puma Select en version de base. Comme celle que nous essayons ici, si le conducteur utilise pleinement le système de freinage régénératif fourni avec la voiture. Nous avons essayé de le faire dans le cadre de ce test ici. Et nous avons été récompensés par une efficacité de 42 miles par kWh. C'est vraiment très proche des 45 miles par kWh annoncés par Ford. C'est notre meilleur résultat avec une petite voiture électrique de ce type. Une section dédiée à l'énergie du trajet sur l'écran central affiche votre efficacité et le nombre de miles par kWh. Et elle divise la consommation d'énergie entre l'utilisation du climatiseur, le parcours, les accessoires et la température extérieure. Nous avons constaté que des autonomies régulières de 180 à 200 miles sont courantes. Et même si ce n'est pas exceptionnel pour la catégorie, c'est plutôt bien compte tenu de la taille relativement compacte de la petite batterie. Nous sommes ravis de constater cela. Contrairement à l'Explorer et à la Capri, la marque équipe ce modèle d'une pompe à chaleur de série qui puise la chaleur dans l'air ambiant. Et cela signifie que vous n'avez pas à utiliser la précieuse charge de votre batterie pour cela par temps froid. Il y a quelques avantages à avoir une batterie légèrement plus petite que la norme dans cette catégorie de voitures. Premièrement, les temps de charge sont assez rapides, même s'ils sont limités par la vitesse de charge de 100 kW qui n'est pas particulièrement rapide. Si vous branchez cette voiture à un chargeur rapide courant, continu de 100 kW, vous pourrez recharger la batterie de 53 kWh. Seulement 43 kWh sont utilisables. Rappel de 10 à 80% en 23 minutes. Une batterie plus petite signifie bien sûr aussi un poids plus faible. Cette Gen E pèse seulement 247 kg de plus qu'une Puma à essence. Une recharge complète à domicile avec une wallbox monophasée de 7 kWh prend moins de 7 heures. Vous pouvez réduire ce temps à 4h45 si vous pouvez recharger avec une wallbox triphasée de 11 kW. Un écran de paramètres de charge est fourni sur le moniteur central et il vous montre les emplacements de charge. Cela vous permet également de définir une limite de charge et de préprogrammer la température de l'habitacle.
La section application de l'écran central comprend un espace dédié à la recharge publique, indiquant précisément l'emplacement des chargeurs proches. Peu importe la finition, le système de navigation connecté de la voiture localise les bornes de recharge publique à jour et recommande aux propriétaires les points les plus pratiques à chaque trajet. Tout cela vise à s'assurer qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de l'autonomie restante. La marque propose aussi à ses clients l'accès au réseau de recharge FordPass. Il s'agit du plus grand réseau d'Europe, avec plus de 125 000 bornes de recharge publique réparties dans 21 pays. Un propriétaire de Puma Gen U pourra accéder à n'importe laquelle de ces bornes et payer sa recharge à partir d'un seul compte. Si vous passez d'un modèle thermique à un véhicule électrique, il faudra aussi considérer le coût du chargeur, pour votre domicile et peut-être, bien sûr, aussi pour votre bureau. Il existe encore une certaine complexité concernant le meilleur matériel de recharge à choisir et qui est éligible à une subvention gouvernementale. Et évidemment, les coûts peuvent varier en fonction de la distance entre votre compteur principal et la borne de recharge, ainsi que d'autres facteurs également. Il existe bien sûr de nombreux conseils pour vous guider. Nous avons consulté plugmine.com qui propose à ses clients tout du choix de la borne à l'installation et à la maintenance continue. Ils nous ont conseillé que même avec l'augmentation des prix de l'énergie, le coût d'utilisation d'un véhicule électrique et de sa recharge avec un tarif domestique dédié reste environ la moitié du coût d'utilisation. Votre précédente assurance pour voiture essence ou diesel était en groupe 18 ou 19 selon le niveau de finition, ce qui est bon selon les standards de la catégorie pour vous donner une perspective de classe. Les versions électriques de la Peugeot 2008 et de la Vauxhall Matcha commencent au groupe 22, tandis qu'une rivale, la Renault. 4 U-Tech commencent au groupe 27. Ford doit encore songer à mieux garantir ses produits. C'est toujours le même forfait banal de 3 ans ou 60 000 miles qui est complété par la garantie habituelle de 8 ans ou 100 000 miles sur la batterie. Comme toujours, pour une voiture électrique, la taxe sur l'avantage en nature reste à 3% jusqu'à sa réévaluation au printemps 2026. Étonnamment, la dépréciation est similaire à celle de la Puma à moteur thermique comparable. Après 3 ans et 58 000 km, on prévoit qu'elle sera à 48 à 50%. On ne peut toutefois pas considérer cette performance comme acquise dans cette catégorie. Un rival comme le Vauxhall Frontera électrique, par exemple, ne conserve qu'environ 37% de sa valeur sur la même période. Et le premier entretien est recommandé à 2 ans ou 40 000 km, avec un second entretien nécessaire à 4 ans ou 80 000 km. Une version entièrement électrique de la voiture la plus vendue de Grande-Bretagne sera toujours un événement majeur. La variante Gen E du Puma est-elle arrivée à temps pour sauver les ventes de Ford en Europe? Eh bien, il faudra qu'elle se vende en grand nombre pour y parvenir, mais c'est peut-être possible maintenant. N'étant pas conçue sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques, elle ne peut établir de nouveaux standards d'autonomie, de recharge, de vitesse ou d'espace intérieur. Vous pouvez faire nettement mieux dans ces 3 domaines avec pas mal de concurrentes, dont la plupart proposent aussi des habitacles de meilleure qualité. Mais, et c'est crucial, principalement en raison du niveau généreux de subventions gouvernementales, toutes sont nettement plus chères. Et c'est ce prix affiché qui va vraiment vendre cette voiture pour Ford, pas que cette Gen U manque d'arguments de vente uniques. Meilleure à conduire que ses rivales, bien équipée, facile à utiliser et dotée du plus grand coffre de sa catégorie. En résumé, la génération Z pourrait bien aimer la Gen E. Ford l'espère certainement.